Bonjour à vous tous et bienvenue au webinaire en production bovine. Je me présente, Joanne Tessier, agronome et conseillère en production bovine. J'ai le plaisir d'animer ce deuxième webinaire d'une série de 3 en remplacement des traditionnelles soirées bovines organisées normalement dans plusieurs régions du Québec. Avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que les webinaires en production bovine sont organisés par le ministère grâce à la collaboration d'entre... pardon, j'ai sauté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'Entreprendre MRC Bécancour et le réseau AgriConseil du Centre du Québec. Je tiens également à remercier nos précieux partenaires. Notre partenaire ART, les producteurs de bovins du Québec, ainsi que nos partenaires pour prix de présence aux producteurs, SEM Solutions pour le tirage du 18 février, Solio Agriculture et OptiBœuf SENC pour le tirage du 25 février et Zoetis pour le tirage du 4 mars. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la toute fin pour le tirage qui se fera en direct. Comme nous avons un horaire assez chargé, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vos caméras et vos micros sont fermés et il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, un clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions à notre conférencier. Il est possible de l'utiliser tout au long de la conférence. Nous vous demandons d'adresser vos messages à tous les panélistes et participants. Pour qu'on puisse voir vos questions. Prenez note qu'il y a une période de questions à la fin de la conférence. Andréane Martin et Jacques Desjardins poseront les questions aux conférenciers qui répondront à voix haute pour le bénéfice de tous. La séance est également enregistrée. Avant de vous présenter notre conférencier, nous avons une courte vidéo à vous présenter. Une personne souhaitait vous adresser un mot. Le voici. Bonsoir. Je suis très heureux de m'adresser à vous dans le cadre des soirées bovines qui sont un excellent moyen de transfert de connaissances pour votre filière. Vous êtes appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans notre société en contribuant à l'accroissement de notre autonomie alimentaire et ensemble, nous nous donnons et nous donnerons les moyens pour y parvenir. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation met en place des conditions propices à l'essor et à la réussite de votre secteur, notamment en offrant de l'accompagnement et des programmes d'aide financière, et je vous encourage à en bénéficier. Vous faites également de nombreux efforts pour la relance du bœuf au Québec. Vous avez mis en place un système de traçabilité allant du producteur aux tablettes en passant par les abattoirs. Cela permet d'offrir aux acheteurs un produit certifié bœuf durable, répondant aux critères de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, une première au Canada. Il s'agit là d'une démonstration éloquente que votre filière est consciente de l'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et de l'importance des changements climatiques. Et cette initiative témoigne aussi de votre capacité à vous adapter, à innover et à contribuer à l'atteinte d'une plus grande autonomie alimentaire pour le Québec. Plus que jamais, les consommateurs québécois tendent à changer leurs habitudes de consommation pour encourager les producteurs locaux. Nous avons récemment lancé le défi 12 en remplaçant chaque semaine 12 d'achat d'aliments importés par des aliments québécois. Les ménages vont acheminer annuellement 1 milliard de dollars de plus par année vers nos producteurs, pêcheurs et transformateurs. C'est énorme. Les défis à venir sont nombreux, mais la synergie entre votre secteur et le gouvernement mènera sans aucun doute vers une plus grande prospérité de la production bovine québécoise. Il m'est difficile de prendre la parole sans parler de la situation exceptionnelle que nous traversons et sans vous dire que je suis très sensible aux difficultés et à la détresse que peuvent vivre certains d'entre vous. Des ressources sont disponibles sur le terrain. Je vous encourage à aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ensemble, nous allons passer au travers de cette période difficile et nous en ressortirons plus forts. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Voici donc venu le temps de vous présenter notre prochain conférencier. Monsieur Vincent Chrétien détient une formation d'agronome de l'Université Laval, d'où il a gradué en 2003. Il travaille en production animale et végétale pour Novado Coopérative et aussi pour
avec l'équipe d'Optiboeuf SENC. Il œuvre principalement avec les producteurs vaches-veaux de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, d'où il est originaire. Nous remercions Novago, Coopérative et Optiboeuf, qui sont les commanditaires de notre conférencier de ce soir. Alors, M. Vincent Chrétien, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Joanne, pour la présentation. J'aimerais tout d'abord remercier, bien entendu, le ministère de l'Agriculture, le comité organisateur de m'avoir invité à faire cette conférence ce soir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, le sujet que je vais à vous présenter était l'abreuvement des bovins, donc l'importance de l'abreuvement en eau, été comme hiver, avec les divers équipements et méthodes. Donc, sans plus tarder, on va débuter la soirée. Donc, juste faire une petite parenthèse. C'est sûr, on est habitué de présenter des soirées, comme Joanne le disait, là, ici aussi en Abitibi-Témiscamingue, puis c'est tout le temps bien le fun de rencontrer des gars, de faire un petit souper avec une petite consommation. C'est que si jamais là, vous n'êtes pas loin du frigidaire, ben, prenez-la, il est rendu 7h15 le soir, on a le droit à ça. Suivant. Donc, au programme de ce soir, on va regarder un peu la législation. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est demandé ici au Québec? Puis, un petit comparatif aussi avec le Canada. On va regarder aussi l'importance de l'eau, qu'elle soit en quantité et en qualité. On va regarder aussi l'approvisionnement en eau. Donc, tout ce qui est la distance des abreuvoirs, la grandeur des abreuvoirs. On va aussi regarder différents systèmes d'abreuvement. Il y en a, il y a des systèmes gravitaires, des systèmes par pompe. On va regarder ça. Puis, bien entendu, on va faire un bref survol des coûts. Les coûts, c'est tout dépendamment du système dans lequel on s'enligne, ça peut varier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la législation, qu'est-ce qu'elle dit? La définition la plus répandue, elle provient du Farm Animal Welfare Council, puis elle va décrire les 5 libertés des animaux comme suivant. Donc, on sait, hein, les animaux ne doivent pas souffrir de faim et de soif. J'ai souligné soif ici ce soir parce que c'est de ça qu'on va parler. Il ne faut pas qu'elles souffrent de contraintes physiques. Donc, il faut qu'elles aient la chance de se mouvoir comme il faut. Ne pas non plus, c'est ça, là, être indemne de douleur, puis de blessures et de maladies. Donc, si on a un animal qui est blessé, il faut le soigner. Faut en prendre soin. Il faut qu'elle ait la chance d'exprimer ses comportements normaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que si une vache, hein, vous savez, quand elle se lève, fait un mouvement de va-et-vient, exemple, bon, mais il ne faut pas que l'animal, s'il est attaché à une chaîne trop courte pour que ce besoin-là ne soit pas comblé. Et aussi être protégé de la peur et de la détresse. Donc, par rapport à l'eau, principalement, on veut assurer un accès, on veut assurer aux animaux un accès à une eau de qualité. Donc, ici, la législation québécoise, bien, vous savez, hein, depuis les années 2000, il y a eu beaucoup de programmes qui ont fait en sorte qu'on a retiré les animaux des cours d'eau. Hein. Quand j'étais jeune, je me souviens, les animaux, il n'y avait pas de clôture. On avait une plage sur le bord de l'eau, puis les animaux se ramassaient en gros tas là, au gros soleil, puis ça buvait à même le cours d'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus permis. Autre point important, hein, on est en pleine période d'hiver. La neige ne peut pas servir d'unique source d'eau si les animaux sont en lactation, si les animaux sont sevrés récemment, ou des animaux qui ont un état de chair qui est beaucoup trop sur la tendance maigre, c'est-à-dire un 2,5 et moins. Puis ça, c'est vraiment la législation qui est canadienne. Si on va voir là au niveau il y a un guide au niveau du bien-être animal canadien, c'est là qu'on va retrouver ça. Par contre, il faut faire attention au Québec, c'est que la loi québécoise indique que la neige et la glace ne peuvent pas servir d'eau. Donc, malgré qu'on peut trouver des études, que ce soit
à Montana State University ou dans l'Ouest canadien, où eux, ils ont des grandes étendues, ils ont des vastes territoires. Les animaux peuvent avoir accès à de la neige folle en quantité, en bonne quantité. Ici, au Québec, ce n'est pas le cas. Quelle est l'importance de l'eau pour une vache? Donc, on sait qu'une vache va contenir entre 56 et 81 d'eau. L'eau va représenter 80 du volume du sang. Et il faut considérer qu'une perte d'eau de 10 peut être fatale pour un animal. Donc, il ne faut vraiment pas qu'elle en manque. Les 4 principales fonctions de l'eau dans le corps sont les suivantes. Ça va régulariser la température, soit en évaporant l'eau des voies respiratoires ou de la sueur sur la peau, vraiment comme nous. Ensuite de ça, ça va l'aider à éliminer les déchets de la digestion, que ce soit les fientes de l'animal, ou ce soit les fientes de l'animal, l'urine aussi. Donc, une fiente, ça va être entre 75 et 85 d'eau. Donc, on va en perdre beaucoup de ce côté-là. Ça va aussi aller jouer un rôle qui est primordial au niveau de la régulation osmotique du sang. Donc, tout ce qui est, dans le fond, toutes les cellules. Et aussi, ça va être un constituant majeur du lait, bien entendu, hein, et de la salive. Donc, 2 choses qui vont permettre à nos animaux de bien performer. Les besoins en eau, ça, ce n'est pas une surprise pour personne, vont varier selon les animaux. Donc, on va parler ici de taille des animaux. Une vache qui pèse 1000 livres versus une vache qui pèse 1500 livres, on s'entend que ce n'est pas la même consommation d'eau. La température ambiante et l'humidité relative. Quand il va faire 32 degrés Celsius, qu'il n'y a pas d'ombre dans le champ, les vaches, ça se peut qu'il y ait un petit peu soif. Par contre, les besoins en hiver, quand il fait moins 30, ils vont avoir besoin d'un peu moins d'eau. Qu'est-ce qu'on demande à nos animaux comme performance en engraissement? Le taux et la composition du gain de poids. Plus qu'on demande à un animal de faire du gain, plus il va avoir des bonnes consommations d'eau. Ensuite de ça, la teneur en matière sèche des aliments qui sont consommés. Les animaux qui sont soignés à l'ensilage. L'ensilage, on sait, ça donne une bonne proportion d'eau. Donc, l'animal ingère ces aliments-là. Il y a de l'eau dans les aliments, il va boire moins d'eau. Par contre, quand il y a une alimentation juste au foin sec, l'animal, il va avoir besoin de consommer un petit peu plus d'eau. Le stade physiologique de l'animal, que ce soit un animal qui soit en gestation, un animal au repos, une vache terrie, va avoir besoin de moins d'eau qu'une vache en lactation qui, là, on lui demande de faire une bonne production pour nourrir son veau. Niveau d'activité physique de l'animal, je vais... c'est ça. Niveau d'activité physique de l'animal. Si nos abreuvoirs sont disposés adéquatement dans le champ, nos animaux vont avoir besoin de moins se déplacer, moins d'activité physique, des besoins en eau un petit peu moins grands. Par contre, si les vaches ont besoin de se déplacer beaucoup dans le champ, bien là, ça se peut quand ils arrivent au point d'eau, ils boivent un petit peu plus. Donc ça, faire attention à ça. L'animal quand il dort, l'animal quand on lui demande un effort pour se sauver d'un prédateur. Donc, on met beaucoup d'importance, des fois, au niveau, c'est ça, de la qualité de notre foin, la présence de minéraux en bonne quantité chez nos animaux. Et des fois, l'eau, qui est le nutriment le plus important, des fois, on n'y pense pas, puis il faut y penser. Ici, je vous présente justement, c'est la suite de la diapo précédente. C'est un petit tableau qui va nous présenter l'estimation de la consommation journalière des bovins de boucherie. Donc, on voit une ligne avec la catégorie de bovins, que ce soit le bovin en croissance, le bovin en finition, la vache gestante en hiver. Ensuite de ça, les vaches en lactation, les animaux matures.
On a une autre colonne où on voit le poids de l'animal. Donc, comme je vous disais tantôt, un animal qui est petit versus un animal qui est plus gros n'aura pas la même consommation. Et bien entendu, la température ambiante. Ici, on a un tableau de 4 degrés Celsius allant jusqu'à 32 degrés Celsius. Si on regarde notre vache en lactation, si on regarde notre vache en lactation, à une température de 4 degrés, elle va consommer 43 litres d'eau. Mais si on regarde quand elle est rendue à 32 degrés Celsius, elle va consommer 61 litres d'eau. Donc, c'est des choses à tenir compte. D'une façon, un bovin en semi-finition, lui, en se référant au tableau précédent, va consommer en moyenne 25 litres d'eau par jour, alors qu'une vache gestante ou un troupeau va en consommer environ 40 litres d'eau. Ce que ça représente, c'est, si on représente ça en neige, encore là parce qu'aujourd'hui on est en hiver, une vache va avoir besoin de 2 mètres par 2 mètres avec un 10 cm de neige folle par jour pour... donc, d'une façon imagée, s'il tombe 10 cm de neige à chaque semaine, un troupeau de 50 vaches va avoir besoin d'un bâtiment, exemple, de 14 par 100 en dimension. Ça, c'est vraiment sans aucune sueur déposée sur la neige pendant cette période pour avoir un abreuvement qui est adéquat. Donc, on s'entend que dans cette grandeur-là, 50 vaches, on s'entend qu'il va y en avoir des souillures. Il faut vraiment avoir une source d'abreuvement pour nos animaux. Sinon, on peut avoir des problèmes. Un point qui est très, très, très important, puis ça, c'est ça aussi, on l'oublie, c'est la qualité de notre eau. On en donne beaucoup, on en donne beaucoup. On met nos abreuvoirs l'été ou l'hiver, puis on ne les regarde pas toujours. Donc, la qualité de l'eau est aussi importante que la qualité. Et ça, on va regarder les propriétés organoleptiques. Ça va être les constituants de l'odeur, du goût. De façon générale, les vaches sont sont pas très, très difficiles par rapport à ces critères-là. Mais des fois, par rapport à des goûts, ça se pourrait qu'il y ait qui refuse de s'abreuver à cause de ça. Autre point, les propriétés physico-chimiques. Là-dedans, on trouve la salinité, on va voir le pH, une eau qui est dure, ça peut occasionner, exemple, des ballonnements. Ensuite de ça, les matières totales dissoutes, regardez à ça. Je vous présente les grandes lignes. Il y a des tableaux, il y a des normes qui sont rattachées à ça. Je ne vous les présente pas ce soir parce que c'est vraiment des tableaux qui sont assez lourds, mais lorsqu'on va faire une analyse, on va pouvoir tout comparer ça par rapport à ces tableaux-là. Donc, les substances en quantité excessive, là, on va parler ici de divers minéraux. Ça peut être, exemple, du fer en quantité excessive. Après ça, on va regarder les composés toxiques. Y a-t-il des pesticides dans notre eau? C'est ça, il peut y avoir des pesticides, il peut y avoir aussi du pétrole, exemple, qui se ramasse aussi dans notre eau. Et bien entendu, aussi, il va y avoir les micro-organismes. Donc, là, toutes les salmonelloses, les colibacilloses, regardez vraiment ça pour pas que nos animaux, nos petits veaux aussi, s'en trouvent affectés. Je vais vous présenter ici un petit tableau qui, par rapport aux bactéries, à la qualité bactériologique de l'eau, on voit ici là, qu'il faut aussi peu qu'un seul E. coli par 100 ml d'eau. Donc, 100 ml d'eau, on parle ici d'une tasse d'eau. Ça va affecter la santé du veau. Une vache qui est beaucoup plus grosse, qui a un système immunitaire beaucoup plus développé, va tolérer 15 fois plus de bactéries. Donc, si on regarde ici au niveau du tableau, on voit, ça, c'est un tableau qui a été fait par Agriculture et Agroalimentaire Canada.
par Wilms en 1996. Fait que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de recherches qui est faite par rapport à ça, la qualité de l'eau. Et du goût, ça veut dire, en français, c'est dans le fond, c'est un trou d'eau, un étang qui est dans le champ, versus drop, qui veut dire un abreuvoir. Donc, si on regarde au niveau de l'average daily gain, le poids, le taux de gain quotidien en livres par jour, on voit ici nos veaux vont avoir, lorsqu'ils vont boire une eau de qualité moyenne, 1,76 livres de gain par jour, versus une eau de qualité qui est pompée, qui est dans des abreuvoirs, qui a une bonne qualité. On voit ici la différence là, de 2,26 livres par jour. Donc, à faire attention. Si on regarde aussi au niveau de nos bouvillons, là, on parle de 2,05 livres de gain versus 2,7 livres de gain. Donc, c'est quand même assez majeur. À la fin de la run, quand on met nos animaux au pâturage, ça peut être beaucoup de livres de gain qu'on a échappé à cause qu'on n'a pas fait attention à notre eau. Donc, l'étude que je voulais vous présenter. Donc, ici, si on regarde au niveau de Lardner, lui, ce qu'il a présenté, c'est des résultats qui suggèrent que l'amélioration de la qualité de l'eau par aération et pompage dans un réservoir va améliorer le gain de 9 à 10 sur une période de 90 jours. Donc, je fais encore référence tantôt à mes livres perdus. Ensuite de ça, on a aussi Foss et collaborateurs. Ici, c'est ça. On rapportait des différences de croissance de 23 kg entre des points d'eau facilement accessibles comparativement à d'autres moins propres. Fait que là, on voit vraiment que les performances de croissance ils sont vraiment diminuées lorsque l'eau est moins propre. Qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer une eau de qualité? Bien, vous le savez tous, nos abreuvoirs, ils ont tous des beaux petits bouchons à leur base. Ça, ce n'est pas juste pour garder l'eau à l'intérieur, c'est pour la vider une fois de temps en temps. Fait qu'on rouvre ça. On s'assure qu'il n'y a pas d'éjection, de dépôt indésirable dans le fond du bassin. Il se ramasse tout le temps une espèce pas tout le temps, mais quelquefois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir une espèce de dépôt vert, des algues, aussi là, une espèce de film. Le film, là, ça, c'est des bactéries. Il faut frotter ça un peu. Donc, on vidange, on nettoie le bassin régulièrement. Ce qui peut être fait, c'est avant de changer l'élevage de parcelles, si on a des abreuvoirs qui sont amovibles, donc on débranche, on le vide, un petit clean-up, on l'amène à la prochaine parcelle. Et une fois de temps en temps, comme je dis, si jamais on change de source d'approvisionnement d'eau, effectuer une analyse d'eau. Hein, je vais faire un petit exemple. Là. Je fais aussi, ça m'est déjà arrivé dans une étable où ce que des veaux performaient un petit peu moins. Une bâtisse relativement neuve, une belle place pour que les veaux performent. Puis les veaux étaient tout le temps malades, il y avait de la misère, puis on se demandait tout le temps pourquoi, jusqu'à temps qu'on se rende compte que la nouvelle bâtisse, le puits d'approvisionnement était différent de la première étape. Dans la première étape, ça allait super bien. Dans la deuxième étape, ça n'allait pas bien. On a fait une analyse d'eau. On a trouvé qu'il y avait l'eau n'était pas adéquate. Fait qu'on on a fait traiter l'eau, on a fait ce qu'il y avait à faire. Puis aujourd'hui, les animaux performent beaucoup mieux. Donc, avant de passer aux prochaines diapositives, je vais passer la parole à Patricia. J'avais une petite question pour vous autres, puis ça, cette question-là, elle va nous être bien importante pour les prochaines diapositives. Patricia? Oui, le sondage est maintenant lancé. Donc, dans le fond, on a une petite question. C'est quelle est la distance maximale des abreuvoirs pour permettre aux animaux de bien s'abreuver? Première réponse, entre 50 et 175 mètres, entre 200 et 300 mètres et entre 350 et 400 mètres. Puis là, ici, on parle bien de pâturage. Donc, quelques secondes pour répondre.
OK, intéressant comme réponse. Donc, on a 49 qui sont dans le 50 à 175, 45 entre le 200 et 300 et 6 entre le 350 et 450. Parfait, ça va être intéressant. Alors, on ferme, on revient. C'est ça que je veux. Attendez, je me suis trompé de pouce. OK. Donc, la réponse, hein, la plupart, 50 l'ont eu. La localisation des abreuvoirs doit permettre aux animaux de se déplacer de 200 à 300 mètres maximum pour s'abreuver. Le chiffre magique qu'on parle, c'est à peu près 250 mètres. Donc, un matin, s'ils ne sont pas exactement à 250 mètres, pas besoin de partir à la course puis de refaire un réaménagement, mais c'est quand même des chiffres avec lesquels on va pouvoir se benchmarker par rapport à nos pâturages. Donc, pourquoi le 200 à 300 mètres? C'est vraiment pour ne pas baisser les performances des animaux, pour ne pas détériorer les pâturages et les sols près des points d'eau, et pour aussi éviter d'avoir besoin de très, très gros réservoirs pour abreuver nos animaux. Donc, la distance adéquate, on le voit ici dans la petite image. Puis pourquoi qu'on vise ça, 200 mètres environ, entre 200 et 300? C'est vrai parce que vous les observez, vos animaux. Les animaux, ça se déplace, c'est un animal de gang. Ça se déplace en gang. Ça a besoin d'être avec les autres pour se sentir en sécurité. Donc, lorsque les abreuvoirs sont placés à des distances plus proches, bon, les vaches, leur zone de pâturage, ils vont la prendre au complet. Ils vont venir s'abreuver régulièrement. Fait que là, ici, comme on le voit dans l'image, ils vont venir s'abreuver en petits groupes de 2 ou 3. Puis ça, bien, vraiment au niveau de la grandeur et de la pression de notre eau, notre abreuvoir, notre eau, bien là, on peut prendre des plus petits réservoirs. Par contre, lorsque la distance est supérieure à 200 mètres, les animaux vont avoir tendance à se déplacer beaucoup moins fréquemment, puis là, en grand groupe. Donc, la distance inadéquate, hein, on parlait du 200 à 300. En haut de ça, là, ici, on a une image où les animaux doivent se déplacer plus de 400 mètres et plus. Là, ce n'est pas correctement dimensionné. Là, on sait que les animaux les plus, avec les plus dominantes vont partir. Le reste du troupeau va suivre. Les dominantes vont arriver à l'abreuvoir. Ils vont se mettre à boire. Une vache, elle va boire, la vache, elle va boire son 7 à 8 litres par minute. Après ça, eux autres, les dominantes vont avoir bu. Ils vont décider de repartir. Puis, ça se peut que les dernières vaches, au bout, bien, ils manquent la ronde parce qu'eux autres, ça ne leur tente pas vraiment d'être tout seuls autour de l'abreuvoir, puis ils décident de repartir avec les autres. Fait qu'ils vont se placer les premières dans au prochain train du boire, puis c'est là qu'ils vont boire. Fait que ça se peut que ces vaches-là donnent un petit peu moins de lait, que le veau soit un petit peu moins performant. Donc, ça, là, avec cette distance-là, là, on a tous des beaux petits téléphones, des beaux petits iPhones, des Samsung, peu importe. On s'en va sur notre téléphone, on branche, on se met une petite application genre Google Earth. On est capable de voir nos pâturages. On est capable, il y a un mesureur là-dedans. On est capable de mesurer la distance de nos abreuvoirs par rapport à nos pâturages, puis de faire des fois des petites modifications qui peuvent être très, très bénéfiques pour l'entreprise. Ça ici, vous voyez, ça, c'est une observation qu'on peut faire au champ. Lorsque les abreuvoirs sont trop loin, on va avoir des effets de sentier. Ça, c'est le même principe que je vous ai montré tantôt. Les vaches dominatrices partent. Les vaches se mettent à queue leu-leu, on suit, on s'en va boire.
Puis, fait que c'est ça. Fait que tout l'effet vraiment des vaches dominantes et des dominées. Si la dominée, elle a soif et elle attend les autres, ben, quand il va faire chaud, elle va avoir soif longtemps. Donc, les take-home messages, une bonne localisation des abreuvoirs pour éviter les distances de déplacement trop longues. Ça, je vais en reparler tantôt, d'éviter la qualité, éviter les déjections dans le bassin. On veut permettre l'abreuvement d'un plus grand nombre de têtes en même temps. Et puis, par rapport à tout ça aussi, bien positionner les abreuvoirs, pas les mettre dans des coins encore là. Ça peut sembler niaiseux, mais c'est quand même un détail important pour pas qu'il y ait plus de surface possible pour que les vaches puissent boire. Si notre point d'eau est à 250 mètres, ça c'est un autre, des petits chiffres aussi que vous... le volume du réservoir, on va parler de 1/50e des besoins quotidiens de la vache. Comme je dis, encore là, ça revient au déplacement parce que les vaches vont se déplacer en petits groupes de 2 à 3. Si le point d'eau est à plus de 250 mètres, le volume du réservoir, ça va être les 1/3 des besoins quotidiens. Donc, on va voir, j'ai fait un petit calcul à la diapositive suivante, puis vous voyez, ça va être assez impressionnant. J'ai pris le tableau que je vous ai présenté au début. Je suis allé chercher des vaches en lactation à une température de 21 degrés Celsius. Donc, j'ai emmené nos vaches à moins de 250 mètres. Donc, les besoins, c'était 64 litres. Donc, fois 50 vaches, fois les 1/5e, on parle d'un abreuvoir de 64 litres pour les besoins du troupeau. Si c'est à plus de 250 mètres, là, c'est la règle du 1/3 qui embarque. 64 litres fois 50, fois les 1/3, ça va nous donner un réservoir de 1067 litres pour le groupe. Donc, c'est quand même assez impressionnant la différence que le positionnement des abreuvoirs peut avoir. L'autre point à retenir, la surface d'abreuvement par tête. Ça, c'est aussi important que lorsqu'on parle de l'engraissement de nos veaux, d'avoir de l'espace mangeoire adéquat. L'espace buvette adéquat, on va parler de 38 cm par animal. Donc, le point d'eau qui est à 250 mètres et moins, là, on va aller chercher, on va se prendre un équivalent de 1/10 du cheptel. Par contre, si le point d'eau est à 250 mètres, on va se prévoir un espacement pour les 1/3 du cheptel. Et encore là, le chiffre est impressionnant. On reprend le même exemple que tantôt, nos 50 vaches en lactation avec une température de 21 degrés Celsius. On a notre réservoir de 64 litres. C'est quoi la circonférence que notre réservoir doit avoir? Donc, 38 cm fois 50 vaches fois 1/10. On va parler de 190 cm. Le point d'eau à 250 mètres, le réservoir de 1067 litres. On parle d'un 38 cm fois 50 vaches fois les 1/3. Là, ça va nous donner 627 cm. Donc, la circonférence, le tour au complet, 6,27 mètres. C'est quand même de la bonne circonférence d'abreuvoir. Donc, c'est pas tout ça d'avoir, dans le fond, la bonne grosseur d'abreuvoir, le bon espace d'abreuvement. Il faut donner de l'eau à ces abreuvoirs-là. Il faut prévoir un diamètre de tuyau suffisant pour respecter les besoins du système d'approvisionnement et les besoins du troupeau. Ça, il y a des outils de calcul qui existent. Je vous ai mis, dans le fond, là, un lien qui est dans la présentation, qui est juste ici en bas. Dans le fond, c'est des formulaires pour dimensionner les systèmes d'abreuvement. Et qu'avec ça, on s'en va là-dessus. C'est sur le site d'Agri Réseau. Il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez aller chercher là. On va rentrer la dénivellation, le nombre de vaches, les besoins des vaches. Puis, ça va nous sortir le diamètre de nos tuyaux qu'on doit avoir, le galonnage,
Fait que ça, là, c'est des outils que vous avez accès. Vous avez aussi accès à ça via des conseillers au MAPAC, des Bovie experts. Nous autres, on est capable de vous aider à calculer ça, à mettre le système d'abreuvement là, adéquat, puis de challenger aussi notre système. Ensuite de ça, on veut, par rapport à ces tuyaux-là, bien souvent, nos tuyaux, on va les passer le long de nos clôtures électriques, qui est bien parfait. Si c'était à la surface, des fois, ils sont enfouis aussi, c'est encore mieux. Mais la végétation qui se fait là-dessus, là, c'est bien parfait parce que ça va tenir, dans le fond, notre eau à une température un petit peu plus fraîche, puis de l'eau plus fraîche, bien, la consommation est meilleure pour nos vaches. Qu'est-ce qu'on fait à l'automne ou peu importe, quand on va faire un sevrage de nos vaches, de nos veaux plutôt? Là, j'aimerais ça que, une fois ça aussi, on y pense, une chose assez importante, c'est de mettre des électrolytes dans l'eau d'abreuvement. Puis aussi de toujours penser que nos animaux, nos petits veaux, ils ont appris une façon de boire avec leur mère au champ, avec des gros abreuvoirs. Puis des fois, ils arrivent dans les parcs, que ce soit les parcs de semi-finition, ils arrivent, puis ce n'est pas les mêmes types de buvettes. Donc, des fois, on peut y penser, nos animaux, ils arrivent, ils sont stressés, ils sont déshydratés, ils ne connaissent pas les buvettes. Des fois, il y a des buvettes avec des ballons. Ils n'ont pas assez de place pour boire en groupe. Donc, ça peut être des fois intéressant d'ajouter un abreuvoir pour être certain que nos veaux ne manquent pas d'eau au sevrage. Fin de la parenthèse. Donc, quelques observations à faire au niveau de nos bacs. Encore des take-home messages. Hein? Si on voit des problèmes de dépolage dans le bac, ça peut être quoi? Un manque d'entretien, bien entendu. Des bovins qui hésitent de s'abreuver. Qu'est-ce qui peut se passer là? On peut voir que c'est un problème de qualité d'eau ou ça peut être aussi des tensions parasites. Pas un mythe, ça, les tensions parasites, ça existe. Un petit peu moins fréquent, mais ça peut arriver à des systèmes qui sont près des bâtisses. Et ensuite de ça, j'en ai fait mention, des abreuvoirs souillés par les déjections, mais là, c'est vraiment des problèmes de positionnement, que ce soit la hauteur ou vraiment l'emplacement. On rentre maintenant dans un peu le vif du sujet. Là, on a fait pas mal de théories. On va regarder à ce temps les systèmes. De quoi ça a l'air, les systèmes? On a tous des systèmes différents. On a des vieux, on a des neufs. Il existe deux grandes catégories de systèmes. On va parler des systèmes de pompage, puis il y a des systèmes de gravité. Donc, les systèmes de gravité, c'est ceux qui vont utiliser une réserve d'eau, un cours d'eau, puis ça va être, il n'y aura pas d'électricité, ça va être tout naturel. Ici, je vous présente un tableau sur les divers systèmes d'abreuvement. Il y a beaucoup de. On va passer quelques minutes là-dessus sur ce tableau-là. Il y a, premièrement, les systèmes qui sont reliés à la grange. Ça, c'est le système qui est caractéristique, qui est facile. On a accès à un puits artésien ou de surface de bonne capacité. Les conduites d'eau sont alimentées directement à la grange. On a un système de pompe. Donc, les avantages de ça, c'est que ça ne coûte pas cher, ça donne une grande souplesse d'un site d'abreuvement. Fait que très, très facile. Le système par gravité, c'est de l'eau, comme je disais, c'est de l'eau de ruissellement, l'eau d'une réserve, ça va alimenter un abreuvoir contrebas juste par simple gravité. Donc, c'est vraiment la flotte qui va. La flotte, quand elle est basse, bon, ben, l'eau va s'écouler. Quand elle revient haute, ben, ça arrête de couler. Puis la réserve, elle va tout le temps mettre de l'eau dans le système, mais elle va attendre qu'il y ait une demande. Ça aussi, c'est vraiment pas coûteux. Ça a une bonne durée de vie. Par contre, il faut avoir une pente, bien entendu. C'est la gravité, il faut avoir une bonne pente. Puis ça peut aussi générer des travaux de terrassement puis d'aménagement qui peuvent être importants. Des pompes à nez. Ça, j'ai
Je n'ai pas eu la chance d'en voir, mais ça existe, des pompes qui sont vraiment actionnées par l'animal. Il va actionner la pompe mécaniquement avec son museau. Puis, c'est vraiment ça, le système de nos anciennes pompes à puits, là, où qu'on allait pomper l'eau. Les avantages de ça, c'est une installation qui est super facile. C'est quand même facile à déplacer. L'eau est toujours fraîche. Par contre, c'est un animal à la fois. Donc, ça va être des petits troupeaux. Il faut quand même une bonne surveillance. Puis aussi, il faut quand même l'avoir le puits où est-ce qu'on va mettre l'installation. Les pompes solaires, super populaires, les pompes solaires, lorsqu'on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité proche. Donc, ça, on sait comment ça fonctionne. Les pompes vont être activées par une batterie qui, elle, est rechargée par le système solaire. Ça a une super de bonne autonomie en été. C'est pas beaucoup d'entretien. Le coût de fonctionnement, une fois que c'est installé, ça ne coûte rien. Par contre, l'installation comme telle, ça peut être dispendieux. Les panneaux solaires ne sont pas nécessairement donnés. Il faut une batterie, la pompe avec ça. Le monde peut vouloir voler ça pour s'installer un système solaire à leur camp de chasse. Bref. Et puis, c'est sûr que c'est pas efficace l'hiver. Il y a aussi la pompe rotative, sling pump. Ça, c'est une pompe qui est une pompe flottante qui est mise en mouvement par la rotation d'une hélice. L'hélice va pomper l'eau dans le tuyau qui va aller se pomper dans une réserve. Puis ensuite de ça, cette réserve-là va vous donner accès à de l'eau dans les réservoirs. Donc, le dispositif doit être ancré. Il ne doit pas non plus dériver dans le courant. Fait que c'est un système qui est quand même assez simple, facile à installer. Ça n'exige pas d'entretien. Par contre, il faut quand même un bon débit à notre ruisseau. Puis, il faut une profondeur là, entre 25 là, et 40 cm selon le modèle. Donc, à quoi qu'ils ressemblent les différents modèles? On parle ici, là, je voudrais remercier aussi une des collaboratrices de la présentation, Linda Larocque, qui est au niveau du Pontiac. Ici, on voit la première image, en haut à gauche, un bac amovible. Dans le fond, on voit là, que le bac est sur un rack où là, on peut piner le 4 roues, partir avec ça, déplacer un peu comme on veut. L'image ensuite, en haut à droite, on voit que là, c'est vraiment un bac qui est alimenté par un hydrant. Qu'est-ce que c'est un hydrant? Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont ça. Un hydrant, c'est le même principe, dans le fond, qu'une bonne fontaine. Lorsque l'hydrant va être fermé, il y a une valve qui est dans la terre. Puis quand c'est fermé, ça va se drainer tout seul. Fait que au niveau de l'entretien pour l'hiver, c'est des systèmes qui sont faciles dans le fond à utiliser, puis à drainer. Ici, on voit à Mont-Laurier, un bac mobile alimenté grâce à un système solaire. Donc, on voit que les panneaux, ce n'est pas tout le temps des petits panneaux. Là, ici, sur ce système-là, on voit un très, très grand panneau avec la station d'eau qui est juste en dessous, qui est la batterie. Encore là, ça, c'est placé c'est amovible. On voit qu'il y a des roues, fait que le producteur peut déplacer ça d'un endroit à l'autre. Il y a aussi des systèmes solaires qui vont être fixes. Comme à la pêche ici, là, on voit que on a notre plaque solaire qui va alimenter notre batterie et notre pompe est directement dans le cric qui a été dégagé, dans le fond, pour se garder une réserve pour pouvoir alimenter notre abreuvoir. D'autres systèmes d'abreuvement. Ici, dans le Pontiac, on a une réserve d'eau, un site qui est alimenté par une réserve. Ici, on a protégé notre bac, notre récipient avec avec des arceaux
en acier, en métal pour le protéger, pour qu'il se fasse bosser, pour que les animaux, quand ils arrivent proches, le bousculent. On a une réserve d'eau aussi en haut à droite. On a une réserve d'eau directement dans le cours d'eau. Donc, ça, c'est un trou avec le bassin. Puis l'eau, il va tout le temps se tenir une réserve d'eau à la même hauteur là, que le creek. À Clarendon, bon, là, c'est le même principe qu'en haut. C'est un gros bac qui a été protégé par des armatures de bois. C'est un système qui est fixe. Les animaux ne vont pas pouvoir rentrer dans l'eau. Encore là, il y a un système d'hydrant. Hein. On voit ici en jaune, c'est un petit terrain. Donc, lui aussi, lorsqu'il ferme l'hiver, il draine tout ça, puis il n'y a pas de problème. On voit ensuite l'image à droite en bas. C'est le même bac qu'en haut. Puis là, je veux vous montrer un peu une observation. Là. On parlait tantôt de notre 38 cm d'abreuvement. La façon qu'on positionne notre abreuvoir. Il y en a un qui est parallèle, l'autre est perpendiculaire. Donc, celui qui est perpendiculaire, on s'entend qu'il va avoir beaucoup plus de surface d'abreuvement. Donc, un système qui est un petit peu plus adéquat pour pouvoir donner de l'eau au plus de vaches possible. La sling pump, c'est ça une sling pump dans le fond. C'est en bleu, vous voyez là, la sling pump est dans le cours d'eau. L'eau arrive d'en haut, elle va descendre, elle va rentrer dans notre hélice, l'hélice va tourner, et puis vous voyez notre tuyau vert qui va envoyer de l'eau dans la réserve qui est en haut à droite. On a une réserve avec deux gros tubs Rubbermaid avec une belle dalle de béton bien installée. Par contre, quand l'eau va être trop basse dans le ruisseau, ben, ça va être difficile de donner de l'eau aux animaux. L'image ici, à la pêche, le bac alimenté grâce au système solaire. Je voulais vous le montrer, celui-là. Vous voyez la différence encore là entre les deux abreuvoirs avec la réserve en haut. Il y a 3 sections. Ici, là, il y a juste 2 sections qui dépassent de la terre. Je suppose que ce bac-là a été mis dans la terre pour ne pas bouger. Par contre, on va peut-être avoir un problème pour le nettoyer, ce bac-là. C'est pas. On essaie de ne pas mettre ça dans la terre. On va essayer de le fixer autrement, là, mais pas le mettre dans la terre pour ne pas être capable d'ouvrir notre bouchon de vidange. Bien entendu, il y a différents bacs. Là, ici, je voulais vous les présenter. Il y en a plusieurs formes, il y a plusieurs modèles. Ce n'est pas toutes les mêmes qualités de matériaux. Fait que ça, ça dépend vraiment là, du choix de chacun, qu'est-ce qu'il va aimer le plus. Par contre, je peux vous dire, ici, il y a des Rubbermaid, il y a la G, la grise en haut à droite. Au niveau de ces 2 modèles-là, il y a quand même une différence au niveau de la résistance. Donc, la G va être beaucoup plus résistante que la Rubbermaid. Donc, il y a différentes grandeurs aussi. Puis, bien important, quand on va poser notre système d'abreuvement, de se mettre des valves de grand débit de 800 gallons à l'heure sur nos abreuvoirs pour vraiment pas manquer d'eau. Ça, c'est une petite. Des fois, on n'y pense pas, mais mettre des valves à grand débit. Ici, je voulais vous montrer un petit système que chez un de mes producteurs. Lui, ça démontre vraiment le système que lorsque les vaches sont près des abreuvoirs, les vaches vont se déplacer une à une. Ils n'auront pas de stress. Ça, ici, cet abreuvoir-là, c'est une réserve souterraine avec une pompe qui est activée par un détecteur de mouvement. Donc, la vache va arriver. Dans le fond de ça, c'est des
ces deux copes, dans le fond, qui ont des trous, mais les trous sont inversés de manière à ce que lorsque l'eau coule, ça monte, la vache est capable de boire. Par contre, quand la vache s'en va et ça arrête de couler, toute l'eau va se ramasser dans le fond de l'abreuvoir, donc il n'y a jamais de gel. Donc, je vais regarder voir si le petit vidéo fonctionne. Là, la pompe est activée, la vache, elle se met l'eau, elle se met le nez dans l'abreuvoir, elle boit un petit peu. Pas plus long que ça, elle retourne, elle va boire un petit peu. Puis la beauté de ça, c'est que c'est à peu près pas d'entretien, puis ça ne fait pas des gros blocs de glace autour des abreuvoirs. En hiver, qu'est-ce qui existe aussi? Puis ça a été, je vous dirais que ça a été popularisé en Abitibi-Témiscamingue, la fameuse abreuvoir de type Ménard. Ça, c'était vraiment utile lorsqu'il n'y avait pas d'électricité dans les sites d'hivernement. Donc, ça existe encore. C'est un système où on va mettre un propane, une petite source de chaleur, puis l'eau, elle ne va pas geler tout au courant de la saison. Il y en a de moins en moins. Il y a d'autres technologies qui sont sorties. Par contre, les plans sont toujours disponibles auprès du MAPAC. Si jamais ça vous tente d'en construire une, c'est disponible. Ici, je vous présente les abreuvoirs isolés. Ça, c'est les abreuvoirs isolés Murafone. Spécificité de tous les abreuvoirs de ce type-là, que ce soit des Murafone, des Little Spring, des Ritchie, peu importe. Ce qui est important, dans le fond, c'est d'avoir des dalles de béton en dessous de ça, d'à peu près 6 pouces. Puis, tout autour de ça, d'avoir environ 24 pouces pour créer un effet de marche pour que les animaux, dans le fond, l'animal va se lever les pattes dans l'avant, va boire un petit peu, puis en redescendant, elle va se tourner, elle va être assez loin pour ne pas mettre pas défecter dans l'abreuvoir. Donc, on veut vraiment des installations qui vont être haut niveau. C'est que ça, c'est bien, bien, bien important. Faire attention à l'ajustement des ballons. On ne veut pas des ballons qui soient trop serrés, juste assez lousses. C'est ça qui va faire en sorte que ces abreuvoirs-là ne vont pas faire des blocs de glace. Hein, l'eau va suivre le ballon, puis elle va retourner dans le fond de l'abreuvoir. Ces types d'abreuvoirs-là, ça nécessite pas d'électricité. Ce qui est important de comprendre de ça, c'est que ça va aussi fonctionner par un principe de géothermie. Donc, il y a une cheminée en dessous de ça. Nos tuyaux vont passer par là. Dans le fond, entre notre abreuvoir et aussi notre dalle de béton, ça va être bien important. Il y a un feutre qui est vendu avec ça. Il faut que tu installes bien ton feutre pour être certain qu'il ne va pas avoir d'eau, pas d'eau, mais de vent plutôt, qui va se ramasser en dessous de notre abreuvoir parce que ça va geler. Ça va faire geler. Puis, on n'aura pas du succès avec nos abreuvoirs. Donc, c'est des abreuvoirs qui vont valoir entre 900 et 1200 $. Puis, ils sont super résistantes. C'est fait avec du polyéthylène de construction. Fait que ça, c'est une bonne option. Ensuite de ça, il y a d'autres abreuvoirs qui sont isolés, de type Little Spring. Encore là, c'est le même principe. Je ne vous le réexpliquerai pas. Une dalle de béton. Ensuite de ça, un feutre. La différence de ceux-là, c'est que tu peux avoir en option un élément chauffant. Un élément chauffant qui est de 250 watts ou de 500 watts. Donc, on s'entend pour dire que un 500 watts, ça va être plus les régions qui vont être au sud, je vais dire, au sud de Mont-Laurier ou au sud du Mont-Tremblant. Puis, ensuite de ça, des 500 watts à utiliser plus là, au nord du Mont, des températures beaucoup plus froides. On peut s'installer aussi avec ça des fils chauffants de 5 à 8 pieds qui vont faire en sorte que notre approvisionnement en eau, notre tuyau 3/4, ne va
ne va pas avoir, va pas geler. Donc, ensuite de ça, bon, ben, ça, c'est d'autres abreuvoirs isolés. Ça, c'est des types Can-Am, mais comme je vous disais tantôt aussi, il y a les Ritchie qui sont un peu le même principe. Ça, c'est important de tenir le niveau d'eau un petit peu plus bas pendant l'hiver pour être sûr que ça ne gèle pas, que la température se maintienne. Si on regarde à droite, c'est des abreuvoirs isolés qui ont un couvercle en stainless avec des bacs de plastique. Puis si on regarde ceux-là à droite plutôt, ceux-là sont tous en métal. Donc, c'est une entrée 3/4 aussi. Puis ça inclut ceux-là. Ceux-là sont électriques, puis inclut un élément chauffant de 300 watts. Donc, ça, c'est la cheminée. C'est la fameuse cheminée que je viens de vous parler, dans le fond, là. C'est ça le principe de géothermie. C'est qu'on met ça en dessous de notre abreuvoir. La cheminée, elle a 10 pouces elle a 14 pouces de diamètre, mais 10 pouces d'intérieur. Elle a 2 pouces d'isolement tout le tour. Mais c'est vraiment la température du sol qui va faire en sorte que nos tuyaux ne vont pas geler. Fait que là, ça va. Là, on va parler encore là de 2 cheminées dans le sud de la province versus 3 cheminées à installer dans le nord de la province pour vraiment empêcher le gel. Donc, c'est des tuyaux qui sont mâles-femelles, qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Vraiment, vraiment intéressant à installer. Une nouveauté qui peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, des abreuvoirs qu'on voit de plus en plus. Puis ça s'appelle dans le fond, c'est des thermosinks. C'est un autre abreuvement qu'on a en hiver. C'est des abreuvoirs qui ne vont pas nécessiter d'électricité. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de ciment. Le coût d'installation, il n'est pas trop coûteux à part du creusage. Peu de maintenance, une bonne circulation d'eau, c'est très robuste aussi. Il n'y a pas de parties qui vont rouiller après ça. C'est des tuyaux de plastique avec des flottes. Il n'y a pas de parties qui rouillent. Ça va alimenter de 1 à 200 têtes. C'est des bonnes constructions. Fait que la façon que ça fonctionne encore là, c'est de la géothermie. L'eau va venir de l'entrée au bas de l'abreuvoir. Puis, dans le fond, le fait d'avoir beaucoup de volume d'eau, ça va faire en sorte que ça ne va pas geler. Les animaux, là, on met ça sur le site d'abreuvement des animaux pendant l'hiver. Les animaux, ils vont tout le temps un petit peu. Ça ne gèle pas. On a un bac de remplissage qui est amovible pour empêcher aussi les animaux d'aller mettre du foin là-dedans, de mettre aussi du foin, de la merde aussi. Fait que ça, c'est vraiment là, des abreuvoirs encore là qu'on peut penser d'installer qui existent aujourd'hui. Et je vais vous montrer un petit peu là. Ça, c'est un de mes amis et clients qui en a justement qui en ont installé un sur leur site d'abreuvement. Fait que ça vous montre un petit peu le principe, comment ça fonctionne. C'est qu'on est allé chercher le main, dans le fond, le main qui passait là, pour aller à un autre site. On a installé notre tuyau. On a remis de l'isolation par-dessus le tuyau pour être certain que le gel n'ait pas pogné ça pendant nos grosses hivers ou lorsque les animaux pilotent, on sait que le gel va pouvoir descendre un peu plus creux vu que la neige n'est pas là pour isoler. On branche notre système. Puis une fois que c'est renterré, ce qu'on voit, c'est vraiment l'image du milieu. Deux petits abreuvoirs avec le système dans le milieu pour avoir accès à la flotte puis à la valve. Et les vaches vont venir s'abreuver là-dedans pendant tout l'hiver, puis avec pratiquement pas de gel. Donc, ici, vous voyez qu'est-ce que ça donne pendant l'hiver. C'est vraiment comme une source. C'est vraiment comme une source. Les vaches, ils vont là-dedans, ça ne gèle pas, ils ont de l'eau tout le temps. C'est un bon système.
un autre lien ici que je vous présente, dans le fond, eux autres, ils ont été un peu les premiers à avoir installé ça dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, il a fait une petite vidéo où ce que là, il nous la présentait, leur abreuvoir. Il avait fait moins 44 thermomètres avec un moins 53 ressenti cette nuit-là. Et puis, eux autres, là, ils étaient super contents de la façon qu'ils pouvaient dégeler leur abreuvoir. Là. Je vais regarder, voir si la petite vidéo va fonctionner. On s'entend qu'il faisait moins 44, ça fait que oui, c'est un petit peu d'entretien. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient mis de l'huile végétale tout le tour de la paroi. Donc, vous allez voir, là, lorsqu'il réussit, dans le fond, à sortir le bloc de glace, ça va sortir de toute d'une traite. La glace n'est pas collée pantoute aux parois. Et on sort ça. Merci, bonsoir. L'eau devient accessible aux animaux. Une petite louche de pêche. Et voilà, on est prêt à faire feu. Et je vous en présente une dernière. Elle, c'est la Frost-Free Nose Pump. C'est une pompe actionnée encore là par l'animal. J'en ai pas vu, j'en ai jamais vu, mais je voulais quand même vous la présenter. Si elle existe, ça peut approvisionner jusqu'à 100 têtes, 50 paires de vaches, 50 paires de vaches avec leur veau. Donc, ça suppose que le bétail va se trouver dans un 10 acres qui a accès à de l'eau 24 heures sur 24. Ensuite de ça, comme dans l'image, il y a plusieurs unités qui peuvent être installées sur le même point d'eau. Donc, ça augmente la capacité d'abreuvement. Puis, l'abreuvoir est actionné par des animaux, bien, c'est ça, ça va fonctionner sur des courtes distances, donc pas trop loin de la source d'eau. Donc, 6 à 7 mètres. Ensuite, la question qui tue, c'est quoi le coût de tous ces systèmes-là? Ça, là, c'est une question à 100 $. Hein? On est dans le coût des systèmes. Le site d'abreuvement du bétail, là, il peut coûter aussi peu que 500 $, puis ça peut facilement dépasser les 5 000 $. Ça, c'est selon la situation. On va parler du nombre de tailles à abreuver, l'éloignement des bâtiments de ferme, la nature de la source d'eau, la dénivellation, la disponibilité de l'énergie électrique, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs. Comme je vous dis, il y a plusieurs outils qui existent où on peut aller plus loin au niveau du coût des systèmes. Je vous ai fait un tableau. J'ai mis à jour un tableau qui existe dans un document justement du MAPAC là, qui explique vraiment là, un peu qu'il y a des tableaux avec tous les différents systèmes. Puis, j'ai remis les prix à jour. Donc, je ne passerai pas au travers. Mais ça, on voit qu'il y a vraiment une différence entre le prix entre la grosseur des tuyaux. Ensuite de ça, les réservoirs d'eau en polyéthylène, ça peut aller de 160 à 190 $. Des pompes aspirantes, on parle tout dépendamment du nombre de forces, entre 300 et 2000 $. Les systèmes à énergie solaire, on va parler entre 1500 et 4500 $. Il y en a dans le fond pour tous les budgets, pour toutes les situations, pour tous les goûts. Il s'agit vraiment, en fait, je vous dirais, de visiter d'autres producteurs, de demander conseil avec les intervenants qui voient plusieurs fermes, qui voient plusieurs systèmes, puis d'aller avec un système, dans le fond, qui va combler les besoins de vos animaux,
va combler votre situation. Puis, encore là, qui va être selon votre budget. Donc, en gros, pour ce soir, c'est ce que j'avais à vous présenter. J'aimerais aussi remercier, dans le fond, mes collaborateurs là, qui ont été, avec qui j'ai eu la chance de discuter pour la présentation. Donc, c'est ça, Nicole Pouliot au MAPAC, la direction de l'Abitibi-Témiscamingue, Linda Larocque en Outaouais, Antoine Riverain au Lac-Saint-Jean, Éric Lepage aux îles de la Madeleine, Jocelyn Jacob, Jacques Deguire au groupe BMR, toute l'équipe d'Optibeuf SENC. Ensuite de ça, je veux remercier aussi mon employeur Novego Coopérative qui, dans le fond, qui me permettent là, de présenter cette présentation ce soir, là, puis qui œuvre toujours dans la production bovine avec vous autres, puis avec nous autres. Donc, sur ce, je repasse la parole à nos panélistes pour des questions par rapport à cette présentation. Merci beaucoup, monsieur. Nous poursuivons la période des questions. Alors, Andréane et Jacques, est-ce que vous êtes prêts à poser les questions, s'il vous plaît? Absolument. On va commencer par dire que c'était une très bonne présentation, très bonne vulgarisation de ce qui, des choses qu'il faut faire. Donc, la première question qu'on a reçue au tout début, c'était est-ce que le manganèse dans l'eau est une problématique, une autre qualité humaine? Et il y a une deuxième question, dans le fond, et une eau de qualité, une eau potable, dans le fond, est-elle automatiquement bonne pour les bovins? Bon, là, pour la spécificité sur le manganèse, c'est en fait, là, tous les éléments sont tous normés au niveau de l'eau potable. Donc, c'est sûr qu'un excès dans n'importe quel élément que ce soit, ça peut être, un élément en trop peut être toxique, puis un élément qu'on n'a pas du tout, ça peut être, c'est sûr, une carence. Le manganèse, par contre, je peux vérifier là, vraiment la spécificité du manganèse. Aussi, une eau qui est potable, dans le fond, pour nous. Si c'est un puits qu'on va boire, bien souvent, là, il y a des bonnes chances que ce soit bon pour les animaux. Mais là, encore là, c'est de l'observation qu'on doit faire avec nos animaux. Est-ce qu'ils la consomment bien, notre eau? Si nos performances animales sont-tu là? Donc, c'est ce que j'aurais tendance à vous répondre. Excellent. Donc, quelle serait la hauteur optimale pour mettre l'élément chauffant dans un abreuvoir? Oh boy, l'élément chauffant, en fait, dans les abreuvoirs, si on regarde les Little Springs que j'ai présentés à la fin, là, l'élément chauffant, là, il va aller dans le fond de l'abreuvoir. Fait que ce qu'il faut, c'est pas en fait la hauteur de l'élément qui est le plus important, c'est vraiment la quantité d'eau qu'on va tenir dans notre abreuvoir pendant l'hiver pour éviter que ça gèle. Parce qu'à un moment donné, qu'il soit à n'importe quelle position, ça il n'est pas vraiment nécessairement dans le fond de l'abreuvoir comme tel, il va être dans la petite réserve. C'est pas ce que les animaux vont aller boire. Donc, en hiver, on maintient notre eau un peu plus basse. Dans nos abreuvoirs, il y a vraiment une flotte. Même principe qu'une toilette, dans le fond. Que là, on va ajuster notre flotte. L'eau va être plus basse dans le réservoir. Puis là, le fait qu'il y ait un petit peu moins d'eau, qu'elle chauffe plus, elle ne gèlera pas. Parfait. Petite question sûrement de préférence. Au niveau des citernes ou des abreuvoirs, plastique ou métal? Oh, boy, ben, Caroline, très bonne question. Ceux-là en plastique, aujourd'hui, sont faits c'est des plastiques commerciaux, du polyéthylène là, vraiment commercial, très bonne résistance. C'est vraiment comme M. Desjardins dit, c'est une question de préférence, question d'installation aussi. C'est sûr que s'il y a vraiment un gros coup, le plastique peut casser. Par contre, le métal, ça va plier.
Fait que, non, je vous inviterais, là, c'est vraiment spécifique au fabricant. Ça serait de vérifier dans le fond, avec votre commerçant d'abreuvoir, que ce soit BMR ou autre, vraiment la rigidité de nos abreuvoirs. Merci. Donc, ça serait quoi la meilleure hauteur pour installer un abreuvoir? Donc, la hauteur d'eau qu'on devrait viser. La hauteur d'eau. En fait, dans l'abreuvoir, j'ai de la misère un peu à comprendre la question, mais en fait, il y a différentes hauteurs dans notre système d'abreuvement. Premièrement, il faut positionner l'abreuvoir, faire en sorte que si nos veaux ont accès à l'eau, ils soient capables de boire. Donc, tantôt, là, je parlais d'une hauteur de 6 pouces. Ça, c'est vraiment le ciment en dessous de l'abreuvoir pour que nos animaux, quand même, puissent avoir, nos veaux aient accès sans nécessairement marquer dedans pour faire rafraîchir. Ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, je parlais du vin. Dans le fond, quand il sortait de bord, il fasse un tas dans l'abreuvoir. Ensuite de ça, la hauteur de l'abreuvoir, la hauteur d'eau, moi, je dirais qu'il faut le garder le plus plein possible. Tout dépendamment, c'est quoi votre abreuvoir, c'est de garder le plus plein possible pour que quand les animaux arrivent, qu'ils puissent avoir un accès à l'eau sans vider notre réserve trop vite. Là, on tient ça plein. Tantôt, je vous le présentais, il y a des abreuvoirs qui vont jusqu'à 1000 litres, il y en a des 200 litres. Bien, si on tient ça plein pour que pas que la vache ait besoin de se rentrer en tête dans le fond de la buvette. Puis plus que nos abreuvoirs sont pleins, moins qu'il va y avoir de combats au niveau des abreuvoirs. Les vaches vont arriver, ils vont pouvoir boire, ils ne manqueront pas d'eau. Parce que c'est ça qu'on voit. Quand les animaux manquent d'eau, il n'y a pas assez de débit, il n'y a pas assez de galonnage. Les animaux, ils arrivent sur le bord de l'abreuvoir, ils commencent à se battre. Puis c'est là que les animaux peuvent se blesser, ils vont briser les abreuvoirs, ils vont tout saccager. Donc, c'est ça, un galonnage, puis on tient ça le plus plein possible. Parce que quand il fait chaud, les vaches arrivent à l'abreuvoir, puis ça boit. J'espère que je réponds bien à votre question. Sinon, je ne sais pas si vous voulez avoir mon adresse courriel. Je peux vous inviter à m'écrire personnellement, puis j'élaborerai plus. On peut s'appeler aussi. Là. Mais on va vous les transférer les questions avec les courriels des personnes qui les ont posées si jamais vous voulez rajouter un supplément d'infos. Donc, à quelle période est-ce qu'on doit analyser notre eau? La période, je le mentionnais tantôt, c'est l'analyse d'eau, c'est important quand on va changer de source d'approvisionnement. Puis, quand on va voir aussi, c'est quand on le fait, c'est ça. Quand on change de source d'eau, puis vraiment, quand les performances des animaux, on se demande si on fait tout comme il faut. Là, on donne du minéral, ils ont du bon fourrage. Les animaux, ils ont accès à de l'ombre, ils ont accès à de la lumière dans leur bâtiment, peu importe. Puis, ça ne performe pas. Moi, ce que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est une lumière par rapport à ça. C'est de ne pas négliger le nutriment de l'eau. Fait que notre eau, là, on peut l'analyser, je vais dire, un peu n'importe quand. Là. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça peut être un facteur. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger dans notre démarche agronomique. Comment on fait analyser notre eau? En fait, où qu'on peut la faire analyser? Comment ça se fait une analyse d'eau? Là? Une analyse d'eau, bon, ben, on a c'est des petites fioles, dans le fond. On va aller on va aller prélever l'eau. Et ensuite de ça, bon, ben, c'est mis dans c'est des contenants qui sont hermétiques, où on identifie votre ferme, bien entendu, et tout. Puis là, ça, c'est différents laboratoires où on va envoyer ça en analyse. Puis, une fois qu'on a notre analyse, bien là, ça sort vraiment là, tout le pH de notre eau, nos minéraux qu'on a à l'intérieur. Et puis là, on est capable de comparer ça avec des grilles de référence. Dans le fond, ça va nous donner aussi nos colis. N'importe quel laboratoire va faire des analyses d'eau.
sont capables de vous sortir ça. Exemple, j'en ai déjà fait dans notre puits de maison pour analyser les E. coli, justement, puis les matières fécales. Puis eux autres, ils ont les normes de ça, puis ils vont. C'est tout normé. Mais après ça, pour les animaux, ben là, on est capable de faire le comparatif avec les résultats. Mais si vous appelez, si vous demandez à un de vos conseillers, un de vos techniciens, de vos agronomes qui envoie ça au laboratoire, ils vont savoir à quel laboratoire l'envoyer. Parfait. Et si suite à une analyse, on a un problème, quelle est la meilleure façon de désinfecter un puits si on est sur un puits? Ben, un puits, dans le fond, il existe différentes méthodes. Une des méthodes qui peut exister, c'est de mettre des proportions d'eau de javel au niveau de notre puits. Puis on va aller faire une désinfection, dans le fond. On prend pas la cruche d'eau de javel puis on envoie ça dans le fond du puits parce que ça va sentir l'eau de javel longtemps. Là. Mais c'est des petites quantités, dans le fond. On laisse travailler ça un petit peu. On peut rentrer dans notre puits, l'abaisser, le frotter, faire cette désinfection, remplir. Des fois, ça peut régler le problème. Des fois, ça peut ne pas le régler. Mais ça, c'est une des méthodes qui existent dans le fond, l'eau de javel. Méthode qui se retrouve là. Puis aussi, au niveau des ce qu'on va faire analyser notre eau, eux autres, ils ont la recette, dans le fond, tout dépendamment de la grosseur de votre puits, de la quantité d'eau de javel que vous pouvoir rajouter à votre puits pour le désinfecter. Parfait. Quelqu'un avait une question aussi sur les électrolytes pour les veaux. Dans le fond, quelle est la quantité qu'on doit utiliser? Quantité, je vais dire, selon les électrolytes que vous allez utiliser, je n'ai pas la posologie exacte. C'est marqué sur le sachet, dans le fond, quelle quantité ajouter selon le volume d'eau qu'on va avoir dans notre réservoir. Mais ça, je peux vous répondre. Je peux regarder plus en privé là, pour cette question-là. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Adrienne? Non, je pense qu'on est à jour dans pas mal toutes les questions. On a eu beaucoup de recommandations sur le manganèse des conseillers qui écoutaient, donc on a répondu à cette question-là dans le chat. Ah, super. T'as peu, je crois, il y avait. Je pense que c'est plus un commentaire. Pour la citerne. OK, la citerne pour une grosse réserve. Dans différents systèmes, on a vu qu'il y avait un système de réserve. Est-ce que ça serait mieux en plastique ou en métal? En plastique ou en métal? Écoute, les deux sont capables de faire des films de bactéries autour s'il n'y a pas de nettoyage. Et je vais vous dire, si vous lavez la réserve d'eau en métal, utilisez-la. Si vous en avez une en plastique, utilisez-la. L'important, c'est je ne veux pas qu'il y en manque d'eau. Hein, je ne veux pas qu'il y en manque, puis après ça, c'est ça. Je veux qu'on la nettoie, qu'on nettoie notre réserve, qu'on nettoie notre abreuvoir vraiment pour avoir une autre qualité. Là. J'espère que je réponds à votre question, là, mais je n'ai pas la réponse exacte là, en frais de propriété physico-chimique d'un plastique versus un métal pour ça. Là. Parfait. Quelqu'un avait une question aussi sur comment fabrique-t-on la dalle de béton, dans le fond, pour y poser des abreuvoirs? Oh, dalle de béton, je vais faire attention. Je ne suis pas ingénieur. Donc, ça, regardez, il y a dans le document de référence que je vous parle, là, je vais vous en. Dans le fond, là, je pourrais vous l'écrire. C'est l'aménagement. C'est l'aménagement des sites d'abreuvement contrôlés pour le bétail au pâturage. Donc, c'est vraiment un ouvrage que le MAPAC a fait. Puis, avec la collaboration, là, c'est Richard Laroche, là, qui est ingénieur, là, qui a collaboré à ça avec différents intervenants. Puis, dans le fond, là-dedans, lui, il en parle de la façon de le faire, la résistance de béton qu'on doit avoir, mettre un treillis de métal à l'intérieur pour assurer une rigidité de notre ouvrage aussi. Donc, c'est là, dans le fond, que je vous référais pour ces questions-là. Ou sinon, on peut
on peut, c'est ça, demander là, à un ingénieur pour plus regarder ça. Mais si vous le faites vous autres même, ben là, c'est un béton de qualité. C'est sûr qu'on va mettre on va le renforcer. Donc voilà, je vois que c'est Joanne qui a mis le lien sur le chat. Donc, un document super intéressant, un bel ouvrage de référence. Parfait. Fait que je pense pas qu'on a d'autres choses, Andréane. La personne qui a posé la question sur la dalle faisait référence aussi à la marche, là, mais je pense que d'aller sur le lien de Agri-Réseau. La marche qu'on parle, là, c'est juste un dénivellement par rapport à la terre d'environ 6 pouces. Là. OK. C'est juste que l'animal, dans le fond, elle se met les pattes avant d'arriver sur le bord de l'abreuvoir. Puis ça, c'est. La vache, naturellement, elle va reculer pour descendre de là, elle va se tasser. Fait que c'est sûr qu'elle n'aura pas les fesses dans l'abreuvoir pour faire un tas quand elle repart puis souiller notre eau. Là. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, M. Vincent.